Merci à tous d'être présents ici et merci à Myelome Canada de m'avoir invité d'abord, mais aussi d'organiser ces sessions d'information qui pour moi sont à mon avis très importantes, quelle que soit la maladie considérée, pas seulement le myélome multiple, parce que la meilleure façon de gérer sa maladie, c'est vraiment de la connaître, d'apprendre à la connaître et donc d'assister à ce genre d'infosessions. Donc merci à Myelome Canada de ces organisations. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des chaînes légères libres dans le diagnostic et surtout dans le suivi de la maladie. Comme conflit d'intérêt, évidemment, je suis un employé de Binding Site, donc c'est mon seul conflit d'intérêt, mais il est quand même assez important. Je vais essayer de parler de cet essai parce que c'est un des seuls qui est sur le marché et qui est recommandé par les guidelines, donc je vais m'en tenir à ces critères-là. Ça fait à peu près plus de 25 ans maintenant que je travaille en oncologie. Donc, dans le domaine du cancer, j'ai travaillé aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau de l'industrie. J'ai travaillé en diagnostic, j'ai travaillé aussi au niveau pharmaceutique. J'ai travaillé sur le cancer du sein, de la prostate, du côlon, dans les cancers hématologiques. Puis, il y a quelque chose qui revient souvent, aussi bien au niveau des médecins qu'au niveau des chercheurs, c'est le manque de biomarqueurs, la nécessité d'avoir des biomarqueurs pour suivre les maladies, pour faire le diagnostic, mais également derrière pour pouvoir suivre l'efficacité du traitement et la réponse au traitement. Et pour le myélome multiple et les gammapathies monoclonales en général, ce biomarqueur, il existe, ou ces biomarqueurs, ils existent. Et c'est une des caractéristiques de ces maladies, et c'est un point important qu'il faut pouvoir suivre. Donc, ces biomarqueurs, en fait, ils sont générés par les plasmocytes, comme on a vu dans la présentation précédente. Plasmocytes qui fabriquent des immunoglobulines ou des anticorps, pour prendre des termes plus génériques et qu'on voit assez souvent aussi. Donc, les immunoglobulines, elles sont de cette façon-là, elles sont représentées sous la forme d'un Y parce que de façon tridimensionnelle, elles ont une forme de Y. Et elles sont composées en fait de chaînes lourdes qui sont ici symbolisées en vert et qui sont associées entre elles, qui sont identiques et qui sont de 5 types différents, G, A, M, D ou E. La G étant la plus fréquente, ça représente à peu près 70% des immunoglobulines. La A est un peu moins fréquente, 15-20%. La M, encore un peu moins fréquente, 2-3%. Et D et E sont beaucoup plus rares. Donc ça vous détermine l'isotype d'immunoglobuline ou l'isotype d'anticorps. Associé à ces chaînes lourdes, vous avez des chaînes légères, ici, qui sont symbolisées en rouge. Et ces chaînes légères sont de 2 types. Vous avez les chaînes légères kappa ou les chaînes légères lambda. Sur une immunoglobuline, vous avez soit une kappa, soit une lambda. Vous n'avez jamais les deux. Donc, ça vous donne, grosso modo, un certain nombre d'immunoglobulines, G, A, M, D, E, kappa ou lambda. Donc, vous avez toutes ces diversités. Et c'est ça qui correspond à vos biomarqueurs pour la maladie ou les gammapathies monoclonales ou le myélome multiple. Et donc, si on considère l'ensemble des gammapathies monoclonales et qu'on focalise surtout sur le myélome multiple, ce qu'on peut voir, c'est que le plasmocyte sécrète un certain nombre de ces biomarqueurs, les immunoglobulines totales ou intactes, ou des chaînes légères. Dans 80% des cas, vous avez une immunoglobuline intacte qui est sécrétée. Et dans 90% de ces 80%, vous avez aussi une chaîne légère qui est sécrétée en même temps. Donc ça, c'est ce qui va constituer une partie des biomarqueurs pour les myélomes multiples à immunoglobulines intactes. Ensuite, vous avez les chaînes légères libres, donc les myélomes multiples à chaînes légères libres, qui ne sécrètent que des chaînes légères libres. Ça représente à peu près 15 à 20% de la population de myélomes multiples. Vous avez ensuite les myélomes multiples qui sont dits non sécrétants ou oligosécrétants ou paucisécrétants, peu importe leur dénomination. Ils sécrètent très peu de biomarqueurs, très peu d'immunoglobulines ou de chaînes légères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans à peu près 70% des cas, on arrive à détecter une sécrétion du chaîne légère avec l'essai dont on va parler juste après. Puis ensuite, on en a discuté un petit peu, vous avez des cas particuliers comme l'amyloïdose primaire ou la maladie à déposition de chaînes légères qui sont des protéines ou des immunoglobulines ou des chaînes légères qui ont tendance à déposer, à s'agréger, à former des agrégats et à se déposer dans les organes. Donc,
L'objectif des cliniciens, c'est justement d'aller détecter ces biomarqueurs, de pouvoir les suivre, les quantifier et de pouvoir suivre dans la maladie, soit au diagnostic, soit ensuite dans le traitement, pouvoir suivre ces biomarqueurs. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'a dit Dr Lalancette à propos de l'électrophorèse de protéines. Ici, vous avez un bel exemple d'un pic monoclonal qui vous donne ici un pic sur l'électrophorèse. Vous avez une bande qui est très, très nette ici. C'est un outil qui est très utile pour suivre les immunoglobulines intactes. C'est aussi utile pour suivre les chaînes légères libres, mais c'est beaucoup moins efficace, comme on va le voir après. C'est un test qui est considéré comme étant semi-quantitatif parce que, en fait, vous avez un pic ici, mais vous ne connaissez pas l'identité de ce qu'il y a sous ce pic-là. Vous avez besoin d'avoir référence à l'immunofixation pour pouvoir l'identifier, et parce que c'est l'utilisateur qui va déterminer les bornes du pic pour pouvoir faire la quantification. Donc c'est un test qui est considéré comme semi-quantitatif. La précision de ce test-là est relativement bonne. Surtout lorsqu'on a des concentrations en immunoglobuline qui sont de 10 grammes par litre jusqu'à 30-40 grammes par litre. Aux deux autres extrêmes, on a beaucoup plus de variabilité dans la détermination des concentrations. L'immunofixation, c'est un test complémentaire de l'électrophorèse qui est beaucoup plus sensible que l'électrophorèse de protéines, qui est plus spécifique aussi, puisque là, on est capable d'identifier, comme dans ce cas-là, une IgG lambda, avec les deux bandes identifiées par des anticorps spécifiques dirigés contre l'IgG et contre la chaîne lambda. Par contre, c'est un test qui est qualitatif, ce n'est pas un test quantitatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer la quantité de paraprotéines ou de biomarqueurs avec cet essai-là. On peut identifier ce que c'est, mais on ne peut pas dire la quantité qu'on a. Donc, grosso modo, la réponse est positif ou négatif. L'électrophorèse de protéines sériques, c'est un test qui est très utilisé, qui est très efficace et qui a une très bonne sensibilité, surtout lorsqu'on regarde les immunoglobulines intactes au diagnostic, parce que dans 97% des cas, on est capable d'aller identifier une protéine quand il s'agit d'un myélome multiple à immunoglobulines intactes. Par contre, quand on commence à regarder les myélomes multiples à chaîne légère libre, l'efficacité de l'électrophorèse de protéines sériques est beaucoup moins importante, 61%, ce qui veut dire qu'on manque beaucoup de myélomes multiples à chaîne légère. Et quand on a affaire à des myélomes multiples oligosécrétants, qui au départ étaient appelés non sécrétants, parce que justement avec l'électrophorèse de protéines, on n'était pas capable de détecter quelque chose. Donc ça veut dire que l'électrophorèse de protéines en tant que telle n'est pas suffisante pour aller suivre les biomarqueurs ou suivre ce que la tumeur produit. Donc, c'est pour ça qu'on en revient à mon schéma initial, mais cette fois, c'est dans le cadre de l'essai de détection des chaînes légères libres. En fait, l'essai de détection des chaînes légères libres, c'est un antisérum polyclonal, donc si vous voulez, c'est un anticorps polyclonal qui est fabriqué chez le mouton et qui est dirigé contre une zone des chaînes légères, qui est ici symbolisée en jaune et indiquée par la flèche ici. Sauf que cette zone-là est absolument inaccessible à l'anticorps polyclonal lorsque la chaîne légère est liée à la chaîne lourde. L'anticorps ne peut pas aller détecter cette zone-là. Par contre, sous sa forme libre, à ce moment-là, cette zone jaune-là est accessible par l'antisérum polyclonal et on est capable d'aller détecter les chaînes légères libres. On les détecte différemment, que ce soit une kappa ou une lambda, ce qui permet en fait d'avoir différentes valeurs. Une valeur pour les chaînes légères kappa, une valeur pour les chaînes légères lambda, et faire le ratio des deux, donc le rapport des deux, kappa sur lambda, ce qui est très important aussi parce que c'est très indicatif. On peut avoir par exemple une chaîne kappa très élevée et une chaîne lambda très basse qui donne des ratios qui sont très très élevés, donc indicatifs justement d'une maladie agressive. Mais on peut aussi... Il y a tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Je pourrais les décrire tous les uns par rapport les uns après les autres, mais on pourrait y passer beaucoup de temps.
parce que des fois, vous pouvez avoir le kappa et le lambda qui les deux sont élevés, puis qui peuvent indiquer un problème d'insuffisance rénale. Vous pouvez avoir juste le kappa qui est élevé, qui est très élevé, et puis le lambda très élevé, mais vous avez un ratio qui, lui, reste normal. Donc, est-ce que c'est juste une insuffisance rénale ? Si le ratio devient anormal, dans ce cas-là, ça peut être une gammapathie monoclonale et une insuffisance rénale combinée. Donc, il y a toutes les combinaisons possibles. Puis, il existe on a des tableaux justement qui permettent d'interpréter ces données en combinaison avec le tableau clinique du patient. Le gros avantage de cet essai, c'est sa sensibilité. Et je parle de l'électrophorèse de protéines. L'essai de Freelight, c'est un essai qui est en environ 500 à 1000 fois plus sensible que l'électrophorèse de protéines. C'est aussi plus sensible que l'immunofixation, environ 100 à 200 fois plus sensible. Puis c'est également plus sensible que l'électrophorèse de protéines ou l'immunofixation de protéines urinaires. C'est assez important ça aussi parce qu'on regarde souvent les urines à l'heure actuelle en suivi pour les patients, même si l'apport et on le verra un petit peu plus tard, l'apport de ces informations ici, c'est surtout parce que ça a été recommandé historiquement dans les guidelines, mais qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'évidence qui montre que l'urine apporte quelque chose par rapport à l'essai des chaînes légères libres seules. Donc, l'autre aussi gros intérêt de cet essai-là, c'est qu'il vous permet de connaître les valeurs normales, de vous comparer des valeurs normales. Alors que si vous prenez l'électrophorèse de protéines sériques ou l'immunofixation, quand ces tests-là deviennent négatifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de protéines qui est sécrétée, c'est juste que l'essai n'est plus assez sensible pour aller les détecter. Dans le cadre des chaînes légères libres, et avec l'essai de dosage des chaînes légères libres, vous avez la capacité d'aller voir des zones normales. Donc, quand vous voyez que vos chaînes normales se normalisent, ça veut dire que vous êtes dans la zone normale. Vous n'avez plus de paraprotéines qui est sécrétée. Alors, ce qui a été fait au diagnostic, et ça, c'est encore des résultats qui viennent de la clinique Mayo essentiellement, et ils ont regardé sur un grand nombre de patients qu'est-ce qui était le plus utile pour essayer de diagnostiquer les patients en termes de combinaison d'essais pour détecter les biomarqueurs, donc détecter la protéine monoclonale. Ils ont regardé l'électrophorèse de protéines sériques, ils ont regardé la combinaison immunofixation de protéines sériques et immunofixation urinaire, et ils ont regardé la combinaison électrophorèse de protéines sériques et chaînes légères libres sériques. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la meilleure combinaison, c'est celle-ci, c'est l'électrophorèse de protéines pour lequel on ajoute les chaînes légères libres sériques. Au diagnostic, ça permet de diagnostiquer 100% des myélomes multiples. Donc c'est la combinaison à utiliser pour le diagnostic. Après, on peut compléter ça avec l'immunofixation urinaire en réflexe ou vérifier qu'il n'y a pas d'amyloïdose associée. Donc ça, c'est ce qui est recommandé par les guidelines. D'ailleurs, même si le test a été lancé en 2001, en 2006, les guidelines internationales ont recommandé d'utiliser le test pour le diagnostic. Et ensuite, en 2009, ils ont recommandé le type d'algorithme à mettre en place pour pouvoir avoir le plus de chances de détecter un myélome multiple. Et comme on l'a vu ensuite dans la présentation de Dr Côté, c'est le biomarqueur des chaînes légères libres, donc la quantification des chaînes légères libres a été identifié comme un des événements qui définissent aussi le myélome multiple. Maintenant, ça c'est pour le diagnostic, c'est quelque chose qui est relativement bien établi, puis qui est relativement utilisé dans toutes les institutions qui traitent des patients à myélome multiple, du moins de ce que j'en sais, parce que comme en tant que responsable du Canada, je vois un petit peu l'hétérogénéité entre les différentes institutions, mais pour ce qui est du diagnostic, généralement, on est pas mal tous alignés sur la même façon de procéder. Soit les tests sont faits de façon séquentielle, soit ils sont faits tous d'emblée. Ça dépend des institutions, mais généralement, on s'entend sur le type d'essai qui est fait, et les chaînes légères libres sont impliquées maintenant dans le diagnostic. Au niveau du suivi, par contre, il y a encore un certain nombre de disparités entre les différentes institutions. Et je vais vous montrer, en fait, dans les quelques diapositives qui vont suivre, tout l'intérêt qu'on a d'ajouter les chaînes légères libres dans le suivi de la maladie.
Tout d'abord, la courte demi-vie. La première chose, c'est que la demi-vie des chaînes légères libres est très courte. On parle de quelques heures, c'est 2 à 6 heures comparé à les immunoglobulines totales. Si on prend les immunoglobulines totales, pour les IgA ou les IgM, c'est 5 à 7 jours. Et puis, ça va jusqu'à 21 jours au niveau des IgG. C'est quoi la conséquence? La demi-vie, en fait, d'une protéine, c'est grosso modo son temps de vie entre le moment où elle a été produite et le moment où elle est dégradée dans notre corps. Donc, on parle de quelques heures ici, puis de plusieurs jours pour les immunoglobulines. Donc, c'est quoi la conséquence pour un patient? Eh bien, si on suit les variations lors d'un traitement, vous voyez comme ici, vous avez un patient qui a été traité ici, puis vous voyez en bleu, ici sur cette courbe-là, on voit très rapidement que le patient répond au traitement. Oh, pardon, excusez, je vais revenir. On voit très bien que le patient répond très rapidement au traitement. C'est une réponse très rapide. Pourquoi? Parce que la demi-vie des chaînes légères est très courte. Si vous prenez ce même patient, il a également des immunoglobulines qui sont sécrétées ici. Mais ces immunoglobulines répondent beaucoup plus lentement. Et pour avoir le même type de réponse, il faut attendre quasiment 1 an. Chez ce patient-là, vous pouvez voir, c'est le nombre de jours ici. Donc, on peut attendre jusqu'à 1 an avant de véritablement atteindre le même niveau de réponse. Ce qui veut dire que oui, c'est très bien, il suffit d'attendre et puis on va arriver à ça. Mais pour un clinicien, c'est important d'avoir rapidement une idée de l'efficacité du traitement. Et plus particulièrement de l'inefficacité d'un traitement. Parce que ça veut dire que si votre patient ne répond pas, ou si le patient ne répond pas très bien à un traitement, on peut être très vigilant et on peut se poser la question, est-ce que je vais attendre encore 6 mois, 1 an avant de changer le traitement ou d'essayer quelque chose d'autre? Et ça, justement, c'est une indication qui est très importante pour les cliniciens. D'où l'importance d'avoir cette demi-vie. La sensibilité améliorée, c'est la deuxième caractéristique de cet essai qui fait qu'il est souvent utilisé dans le suivi pour les patients, notamment si on le compare au niveau des urines. Les protéines, les chaînes légères libres, ici vous avez une unité d'un rein, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un néphron. Donc c'est juste, il y en a des millions au niveau du rein. Puis ça, c'est une unité. Donc ces unités-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles filtrent les composants du sang. Elles réabsorbent ceux qui sont intéressants, elles éliminent les autres et elles dégradent en fait. On retient les protéines parce que l'objectif du rein, c'est justement de garder les protéines et de les dégrader et réutiliser le matériel protéique. Donc ici, vous avez la filtration qui se fait. Ce qu'un individu normal ou sain produit par jour, c'est entre 500 mg à 1 g par jour de chaînes légères libres. La capacité de réabsorption ici du rein, en fait, d'un néphron, c'est de 10 à 30 grammes par jour. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de place pour réabsorber tout ce qu'on produit. Et donc, en temps normal, dans les urines, on retrouve quasiment rien en termes de chaînes légères libres. Par contre, quand vous avez un myélome multiple, vous produisez beaucoup de chaînes légères libres. Et il faut arriver, avant de voir quelque chose dans les urines, il faut saturer ce système de réabsorption. C'est-à-dire qu'il faut saturer ce 10 à 30 grammes de production de chaînes légères par jour pour pouvoir voir quelque chose dans les urines. Donc, si vous utilisez un test sérique versus un test urinaire, vous allez détecter les choses beaucoup plus rapidement au niveau du sang, au niveau du sérum qu'au niveau des urines. Et dans certains cas, ça n'a pas d'importance, comme ici pour ces 2 patients-là. Vous pouvez voir que si on regarde les courbes bleues ou les courbes rouges, les courbes rouges étant les chaînes légères détectées au niveau des urines, il n'y a pas d'information complémentaire qui est donnée par les chaînes libres sériques. Vous avez des courbes qui sont très comparables. En revanche, dans certains cas, vous n'avez aucune information qui est fournie par les urines, alors que vous avez une information très intéressante qui est vous fournie au niveau de l'absence, au niveau de problèmes rénal pour ce patient-là, ou d'une bonne réponse pour cet autre patient-là. Donc, d'où l'importance de suivre en fait, les chaînes légères au niveau sérique. Et donc, il y a 3 avantages majeurs qui sont d'utiliser cet essai-là vis-à-vis des urines. C'est
La grande sensibilité de l'essai, le fait que le métabolisme rénal, on bypasse le métabolisme rénal, à savoir que quand on regarde une production au niveau du sang, on sait que c'est une production de la tumeur qui ne dépend pas de l'efficacité de filtration du rein ou des insuffisances rénales qui peuvent exister. Puis l'autre point assez important aussi, c'est que dans la plupart des cas, et ça a été estimé dans des fois 40% des cas, les échantillons urinaires qui sont fournis par les patients ne sont pas forcément de la qualité attendue par le médecin. On demande des urines de 24 heures, des fois c'est des urines de 16 heures, 18 heures, 20 heures, parce que c'est difficile à collecter sur 24 heures. Donc il y a beaucoup de variabilité d'une fois sur l'autre. Maladies résiduelles, on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Rechute et maladies résiduelles, c'est quelque chose vers lequel on s'en va de plus en plus et ça nécessite d'avoir des tests de plus en plus sensibles. On a parlé du séquençage, on a parlé aussi de la cytométrie en flux, mais l'essai aussi de dosage des chaînes légères libres est très important dans ce cadre-là, notamment parce que au niveau de la rechute, on est capable de détecter plus rapidement, au niveau du fait de la sensibilité, comme on l'a vu avant, on est capable de détecter plus rapidement une rechute d'un patient que l'immunofixation. Comme dans ce cas-là, vous pouvez voir ici que il faut attendre à peu près 4 mois pour que l'immunofixation devienne positive, alors qu'on voit que les chaînes légères libres sont en train d'augmenter et qu'elles sont déjà anormales 4 mois avant. Ce qui veut dire que on ne dit pas qu'on va forcément traiter le patient plus tôt, mais le clinicien va suivre de très près son patient pour capter le moment idéal à partir duquel il va pouvoir donner le traitement. Autre chose aussi, on en a glissé un mot, c'est que du fait de cette sensibilité, parfois vous avez des patients qui atteignent cette réponse complète qu'on cherche à obtenir. Donc réponse complète, ça veut dire que il n'y en a plus de traces de maladie basées sur l'immunofixation et l'électrophorèse de protéines et puis le tableau clinique du patient. Sauf que, comme vous pouvez voir ici sur ce graphe ici, tous les petits triangles bleus ici correspondent à des patients qui ont une immunoglobuline intacte qui était sécrétée. Et puis, comme vous pouvez voir, les chaînes légères libres, il y a toujours quelque chose qui est sécrété. Ce qui veut dire qu'on n'a pas atteint une réponse complète, stringente. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au-delà, la profondeur de la réponse n'est pas totale parce qu'on a atteint en fait la limite de sensibilité de l'électrophorèse de protéines sériques. Mais si vous utilisez les chaînes légères libres, vous voyez qu'il y a une maladie résiduelle qui est là. Même chose, si on regarde les patients à chaîne légère libre, vous avez des points bleus ici, comparé à des points jaunes. Les points jaunes ici, ce sont des patients qui ont une chaîne légère qui s'est normalisée. Ici, vous avez des patients avec des points bleus qui sont en réponse complète, mais ces patients ont encore une chaîne légère qui est sécrétée, ce qui veut dire qu'on n'a pas une réponse complète stringente. Et c'est ce qui a poussé en fait les recommandations internationales à introduire cette notion de réponse complète stringente, à savoir que si vous normalisez votre rapport de chaîne légère libre, vous arrivez à des valeurs normales et que vous avez l'absence de cellules clonales au niveau de la moelle osseuse, vous êtes en réponse complète stringente. Et pourquoi est-ce que c'est important d'essayer d'aller voir ça? C'est parce que c'est une première indication de l'existence de maladies résiduelles. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas ça, c'est même pas la peine d'aller faire des tests de cytométrie en flux ou de séquençage. Ça veut dire que vous avez de la maladie résiduelle. Donc c'est un premier screening que vous pouvez faire pour la maladie résiduelle. Mais aussi c'est parce que vous avez une profondeur de réponse qui peut être donnée par cet essai-là. C'est-à-dire que les patients qui atteignent une réponse complète stringente, qui est la courbe ici en jaune, ont une meilleure survie globale que les patients qui atteignent une réponse complète. Et bon, je ne vais pas vous montrer les données ici, mais il y a aussi d'autres publications qui montrent que si vous atteignez une réponse complète stringente et que vous maintenez cette réponse complète stringente, c'est encore meilleur que d'avoir une réponse complète stringente que vous perdez après et qui retombe. Donc, c'est particulièrement important en termes de pronostic de savoir si on est sur cette courbe-là ou si on est sur cette courbe-là. Et ça, c'est les chaînes légères libres qui peuvent vous le donner. Puis, le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est l'évolution clonale. Parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais l'évolution clonale, c'est quelque chose qui existe en fait pour tout type de cancer. C'est-à-dire que vous avez
à un temps au diagnostic, vous avez une certaine hétérogénéité qui existe dans votre tumeur, mais vous avez un certain comportement de cette tumeur. Mais avec les traitements et avec le temps, cette tumeur peut évoluer et en séquence génétique, et en comportement, et en agressivité. Et ça, c'est assez important, mais si vous regardez ici sur cette diapositive, c'est une immunohistochimie de moelle osseuse. Donc c'est une moelle osseuse sur laquelle on a marqué les immunoglobulines, donc les biomarqueurs, l'immunoglobulines. Ici, vous aviez un IgG-kappa qui était produite chez ce patient-là. Donc l'IgG-kappa est marqué en jaune, et puis la chaîne légère libre kappa est marquée en rouge. Et comme vous pouvez voir, vous avez des cellules qui, au départ, au diagnostic, ne sécrètent que des IgG-kappa. Vous avez d'autres cellules, comme ici, qui ne sécrètent que des chaînes légères kappa. Puis vous avez des cellules comme celle-là qui sécrètent les deux. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre tumeur, au départ, vous avez une hétérogénéité. Vous avez des cellules qui sécrètent une immunoglobuline intacte, d'autres qui sécrètent immunoglobulines intactes et chaînes légères, puis d'autres qui sécrètent que des chaînes légères. Et si vous traitez un patient, si vous traitez ce patient avec des drogues, vous pouvez influencer plus ou moins certains clones. Peut-être que le clone qui sécrète juste les chaînes légères est plus sensible à la drogue qui va être utilisée que celui qui sécrète les deux. Et puis, il y a une publication qui a été faite par le groupe de Zamarine qui montre qu'au diagnostic, chez une population de 126 patients, vous aviez 22% des patients qui sécrétaient une chaîne légère seulement. Donc, les myélomes multiples à chaîne légère. 68% des patients qui sécrètent une chaîne légère et une immunoglobuline intacte. Et 10% des patients qui ne sécrètent qu'une immunoglobuline intacte. Donc, c'est à peu près dans les valeurs que je vous ai montrées au début en termes de répartition des myélomes multiples. Sauf que si on regarde à la rechute, puis ça rejoint une question de madame tout à l'heure, à la rechute, ici, vous avez 100% des patients qui sécrétaient une chaîne légère, qui sécrètent toujours une chaîne légère. Par contre, si vous prenez cette population qui sécrétait et une chaîne légère et une immunoglobuline intacte, là, vous avez une répartition qui est totalement différente. C'est-à-dire que vous avez une partie des patients qui va se mettre à sécréter que la chaîne légère. Donc ça veut dire que le traitement, quelque part, il a influencé la tumeur. Le traitement ou l'évolution du clone fait que ce n'est plus la même chose qui est sécrétée. Vous avez toujours 38% des patients qui sécrètent les deux, chaîne légère et immunoglobuline intacte. Puis vous avez 40% des patients qui arrêtent de sécréter une chaîne légère. Donc ça veut dire peut-être que le traitement a été plus efficace sur le clone qui sécrétait la chaîne légère. Et si on prend le dernier tiers, vous avez sur les 10% de patients, vous en avez 17% qui se mettent à sécréter une chaîne légère alors qu'ils ne le sécrétaient pas avant. Donc vous voyez, vous avez cette évolution tumorale. C'est quoi la conséquence de ça? C'est si vous n'utilisez pas les bons outils, dans 44% des cas, vous avez un changement de la protéine monoclonale ou une modification de la protéine monoclonale, et je ne parle pas non plus de la quantité qui est sécrétée, vous avez une évolution de ce clone. Donc si vous n'utilisez pas les bons outils, vous pouvez manquer une rechute ou détecter une rechute tardivement. Ici, vous avez l'exemple d'un patient qui avait une IgG-A lambda au diagnostic. Ici, qui répond très bien au traitement. Ici, c'est du Velcade qui a été appliqué. Donc, il répond très bien au traitement, aussi bien au niveau de la chaîne légère qui est en rouge ici que de l'immunoglobuline intacte en vert. Oups, excusez, je reviens en arrière. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que lorsqu'on a cessé le traitement, le patient a rechuté à un moment donné. Mais sa rechute, ce n'est pas une rechute avec l'immunoglobuline intacte, c'est une rechute avec les chaînes légères uniquement. Donc si vous aviez suivi ce patient uniquement avec l'électrophorèse de protéines sériques, vous auriez pu manquer cette rechute en chaîne légère seulement. Et la rechute en chaîne légère, c'est une caractéristique du myélome multiple. C'est une caractéristique qui, on pensait au départ, était assez anecdotique, mais en fait, ce n'est pas aussi rare que ça. On estime que c'est aux alentours de 10-12% des myélomes multiples qui évoluent vers une rechute en chaîne légère uniquement. C'est plus fréquent apparemment dans les IgA, aux alentours de 20%, par rapport aux IgG, où c'est plus dans l'ordre de 6-8%. Et pour mettre un dernier clou dans le cercueil du test des chaînes légères libres dans les urines,
si vous utilisez la détection des chaînes légères libres en utilisant les urines, vous détectez que 50% des patients qui rechutent en chaînes légères libres. Donc, ma conclusion, c'est la suivante, c'est que oui, on utilise les chaînes légères libres au diagnostic, c'est très important pour pouvoir classer le myélome multiple, pour savoir quel est son niveau d'agressivité ou son taux. C'est très important aussi parce que quand vous avez un myélome multiple à chaîne légère libre. Mais au niveau du suivi, c'est aussi important pour avoir une évaluation rapide de la réponse au traitement. Avec l'efficacité et la sensibilité que vous avez une meilleure efficacité que l'électrophorèse urinaire, surtout si vous l'utilisez en combinaison avec l'électrophorèse de protéines sériques, évidemment. Vous avez une détection de la maladie précoce et de la maladie résiduelle. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre de faire un screening de la maladie résiduelle sans avoir à recours à une biopsie systématiquement, ce qui est nécessaire pour la cytométrie en flux ou pour le séquençage. Vous avez une détection de l'évolution clonale qui peut être faite de cette manière-là. Donc ça veut dire que si vous rechutez en chaîne légère libre, c'est quelque chose qui va vous permettre de suivre cette rechute-là. Et puis on l'a abordé aussi très brièvement, c'est la profondeur de réponse avec la réponse complète stringente, qui est un des critères les plus intéressants aujourd'hui à atteindre tant qu'on n'a pas des standards très déterminés au niveau de la maladie résiduelle, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont en train d'être mis en place. Voilà, sur ce, je vous invite à me poser des questions que vous voulez. Puis si jamais vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser maintenant, mais que vous voulez poser plus tard, vous avez mes coordonnées qui sont ici, aussi bien email que téléphone. Et puis vous avez un site aussi qui est le wikilight.com. Ce site-là est un site qui vous résume à peu près tout ce que vous devez savoir sur les chaînes légères libres, bien plus que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, et qui est mis à jour à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Merci beaucoup. Des questions? En salle? En ligne? Oui, à l'avant. Une question française, mais j'ai trouvé un document dans Internet, Understanding Serum Free Life Chain Assay, de l'International Myeloma Foundation. Ça ressemble un peu à ce que vous avez décrit. Oui, tout à fait. La question, c'est, monsieur a trouvé sur les guidelines donc, un document en anglais qui existe aussi en français d'ailleurs. C'est un document en anglais qui explique comment interpréter les chaînes légères libres et qui est fait par la Fondation internationale du myélome. Donc ça résume un petit peu et sans doute plus en détail que ce que j'ai présenté ici, peut-être de façon plus simplifiée aussi. Je suis allé peut-être un petit peu plus dans le détail là parce que je voulais donner ce qu'il y avait de plus à jour, mais effectivement vous pouvez trouver ce genre de document. Puis comme je vous dis, si vous allez regarder le wikilight.com, vous avez encore plus d'informations que ce que vous pouvez trouver sur ce petit pamphlet là. Ben, entre parenthèses aussi, je vous ai amené, je ne sais pas s'il y en aura assez, parce qu'en version française, j'avais juste quelques documents. Je vous ai apporté aussi des petits pamphlets là, qui résument véritablement ce que c'est que les chaînes légères, comment interpréter les résultats. Mais encore une fois, si vous avez des questions par rapport à l'interprétation des résultats que vous avez pour les chaînes légères libres, que votre médecin va vous donner, soit vous posez la question à votre médecin, puis s'il n'a pas forcément le temps de vous répondre en détail, n'hésitez pas à me contacter parce que moi je peux aussi vous donner l'interprétation, même si je ne suis pas médecin. Au niveau des chaînes légères libres, généralement, je suis capable d'interpréter pas mal ce que vous obtenez. Donc s'il n'y a pas plus de questions, on va passer maintenant à la pause dîner.